Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. Quand on produit énormément d'informations, il arrive qu'on fasse des erreurs. Des petites, des détails oubliés, un nom écorché, un lieu situé avec approximation, et des grosses, des contre-vérités imprimées, des propos diffamatoires qui passent entre les gouttes, ou des erreurs de jugement, d'appréciation de la gravité des choses. C'est normal de faire des erreurs. C'est bien aussi, par honnêteté intellectuelle, de les reconnaître et d'essayer de les comprendre. J'avais eu l'occasion de le faire en janvier 2020. À l'époque, l'écrivain Gabriel Matzneff était au cœur d'une affaire où ses actes pédocriminels, connus et documentés depuis des années, étaient enfin pris pour ce qu'ils étaient. Comme si on se réveillait d'un coup. Un réveil douloureux, car il charriait tout un tas de souvenirs, collectifs et personnels. Bienvenue dans Programme B. Des souvenirs personnels parce que cet épisode, il part aussi d'une prise de conscience assez douloureuse. J'ai, à mon échelle, participé à cette tranquillité, à ce blanc-seing poli laissé à Matzneff. Il ne s'agit pas ici de m'en dédouaner ou d'essayer de m'inviter dans une histoire qui n'est pas la mienne, mais voilà les faits. En 2015, je travaillais pour la matinale de France Musique. J'avais une chronique hebdomadaire dans cette belle émission. Elle s'appelait La Discothèque. L'idée était toute simple, j'allais à la rencontre d'artistes, de comédiens, de musiciens, d'écrivains, et je leur demandais quels étaient les disques et la musique qui avaient compté dans leur vie. Et au printemps 2015, donc, j'ai fait La Discothèque de Gabriel Matzneff. Bonjour Gabriel Matzneff. Bonjour. Est-ce que vous avez de la musique dans la tête ? J'avais vu son nom dans la liste des parutions à venir d'une grande maison d'édition avec laquelle j'avais de bonnes relations. Je savais donc que j'aurais pas trop de mal à le rencontrer. Mais, et c'est là que le bas blesse, je savais très bien qui il était. J'avais croisé son nom lors de mes études d'histoire, au tout début des années 2000. Sans rentrer dans les détails, je m'étais intéressé au mouvement d'extrême droite radicale des années 70 et 80. Et notamment à une frange très particulière, celle qui défendait la pédophilie. Et je me souviens d'un numéro d'un magazine, fer de lance de ce courant, qui vantait les mérites de Matzneff. Et ce nom, je le connaissais à cause de ma mère. Ma mère qui m'avait raconté, à l'occasion d'une discussion, sans doute, autour de mes sujets de recherche justement, des débats houleux par le passé sur la pédophilie et la pédocriminalité, à l'époque où Matzneff était invité partout. Je voulais que tu me racontes d'abord. Toi, en fait, Matzneff, t'en avais entendu parler, c'était un personnage public Depuis 1977. Que tu détestais depuis 1977 ? Oui, la première fois que j'ai su qu'est-ce que c'était sa littérature, quoi. Moi, de la littérature pédophile, et surtout le personnage qu'il a revendiqué. Ouais. Ça me sortait par les yeux. Mais à l'époque, c'était quelqu'un qui était plutôt à la mode, quoi, voilà. Il parlait de la sexualité des enfants. Les enfants avaient une sexualité, et moi, ça me choquait terriblement qu'elle soit partagée par un adulte. Et moi, je me souviens que tu me racontais que c'était genre même une source d'engueulade avec tes copines et tout. Mes propres amis, ouais. Je me suis engueulée avec mes amis qui étaient interpellés par le fait qu'il en parle comme ça ouvertement. Et moi, ça me choquait terriblement. Et à l'époque, tu passais pour quelqu'un d'un peu coincé, d'un peu... voilà. Ouais, c'était pas bien vu. C'était pas très bien vu, non. Alors, c'est vrai, post-68 art, et peut-être que les gens... C'était vendu sous le couvert de libération sexuelle. Voilà. Et donc, même ça, mais c'était sous partage, là, d'un homme et son discours, et je supportais pas, donc je me souviens plus du livre à l'époque, mais et c'était pas des petites filles, c'était pas des jeunes filles de 14 ans, c'était des enfants. Il parlait d'enfants. Voilà. Et j'avais pas pu le lire et ça a été, oui, on en avait parlé avec mes amis. Et après, ça a été quelqu'un que je détestais le fait que tout le monde dise c'est bien quoi. Enfin bon. Et tu te souviens que dans les années 80, 90 et tout, il continuait, il était sur les plateaux. Voilà. Mais moi je voulais plus en entendre parler quoi. Et puis j'avais un mauvais souvenir parce que je crois que c'était en 77 parce que c'était le début de la fac et je m'étais engueulée avec mes amis quoi, pas avec des gens que je connaissais, avec mes amis quoi. Du coup, c'était quelque chose qui m'était resté très fort. Et du coup, alors, parce que moi, l'autre souvenir que j'ai par rapport à ça, c'est qu'en 2015, comme on en avait parlé, je savais que tu supportais pas et tout machin, je t'avais dit, et il y avait un petit peu un côté provoque en plus, je le reconnais a posteriori, que j'allais faire cette discothèque, tu te rappelles de ça ? Oui, je me souviens très bien. Et je t'ai dit que tu aurais dû le refuser. On fait pas la discothèque de ce mec-là, voilà, c'est tout quoi.
qu'il avait eu assez de gloire comme ça et que, enfin et que voilà. Je me rappelle que tu m'avais engueulé carrément. Oui, voilà. Et j'ai écouté tes discothèques et je n'ai pas écouté celle-là. Et du coup, aujourd'hui, quand tu vois que tout le monde se retourne, c'est quoi, Bah, je trouve d'abord, ça me fait un peu marrer, mais bon, c'est bien, quoi, voilà, mais il est un peu temps, quoi. Mais c'était le signe d'une époque, je sais pas pourquoi, c'est maintenant... J'en sais rien. Mais même moi, en fait, il y a quelques années d'écart, c'était en 2015, c'était pas non plus dans les années 70, et où je m'étais laissé prendre au truc de l'écrivain maudit, sulfureux. Je trouvais que j'exagérais, et que voilà, quoi. Oh là, ta vieille mère aussi, je sais pas quoi. Mais bon, j'étais pas la seule, hein. Simone, elle était aussi... Simone, c'est ma tante. Oui, elle avait les mêmes souvenirs que moi. Hein. Et pareil, un peu comme ça, hein. Voilà, on passait pour des... On n'était pas très nombreux, hein, finalement. Même... Et chez les femmes non plus. Hein. C'est ça qui me... Je me dis, j'avais bien raison. Vous l'aurez compris, une des questions qui me heurte aujourd'hui, c'est comment se fait-il que malgré tout ce que je savais, malgré mon évidente horreur de la pédocriminalité, malgré le fait, pire encore, que j'étais déjà à l'époque père d'une petite fille, je sois quand même allé causer avec lui pour lui demander quel air du Così fan tutte de Mozart il préférait. Comme si de rien n'était. Il y a sans doute des tas de réponses à cette question, des réponses personnelles et des réponses collectives, là encore. Mais j'ai eu envie de discuter de cette auto-incompréhension à rebours avec quelqu'un qui, depuis longtemps, attendait que l'impunité de Matzneff cesse. Cette personne, c'est le romancier Christian Lehmann, qui est par ailleurs médecin, que vous avez déjà entendu dans ce podcast. Il a signé tout récemment sur Mediapart une note de blog qui résume tout son cheminement. C'est difficile parce que moi, j'attends ce moment depuis 30 ans. J'attends ce moment depuis 30 ans parce que j'ai été amené à côtoyer Matzneff. Physiquement, très brièvement, une soirée dans un théâtre parisien où avait lieu un ballet qui était donné en l'honneur d'un magazine médical dans lequel je travaillais dans les pages culture. Et il y avait à la fin de ce magazine une page qui s'appelait Humeur, qui était une chronique qui était tenue de manière roulante par 5 écrivains, dont Matzneff et moi. Et je l'avais égratigné auprès de la rédaction en me moquant de ces chroniques dans lesquelles il vantait ses prouesses sexuelles sur des plages extraordinaires ou dans des chambrées où, comme je disais, sa verge d'airain honorait de jeunes étudiantes. Et donc, il n'avait pas apprécié. Et il vient me voir, il me dit « Mais Lehmann, je ne comprends pas, vous êtes un écrivain comme moi, je ne comprends pas cette défiance, il faudrait qu'on déjeune ensemble et qu'on parle. » Et c'est bien la dernière chose que j'aurais fait. Je l'avais lu. Je l'avais lu en commençant par Ivre du vin perdu, qui est un beau roman, bien écrit, qui raconte l'histoire d'un homme adulte, mûr, qui est tombé amoureux d'une très jeune fille, qu'il a aimée passionnément et il l'a perdue. Et donc il est ivre, non pas du vin qu'il a bu, mais il est ivre du vin perdu, c'est un joli titre. Et donc je le lis et c'est très photogénique, la souffrance romantique. Écrit à la première personne, on ne peut pas s'empêcher de ressentir de l'affection et de la compassion pour l'auteur. Et puis il y a cette scène incroyable dans laquelle il explique que des années après, il la croise dans un restaurant, je crois. Elle est avec un jeune homme de son âge, elle doit avoir 22-23 ans, elle est avec un jeune homme barbu de son âge. Et là, d'un seul coup, sans qu'il s'en rende compte, Matzneff se dévoile. Il explique que maintenant, alors qu'elle était vierge immaculée quand il l'a connue, elle a été ramonée par les kilomètres de verges d'hommes qui ne sont pas lui, et qui sont donc des rivaux. Et on se rend compte que c'est juste un gros connard masculiniste, qu'il a peur des autres hommes, qu'il a peur d'être comparé, et donc être l'initiateur d'un gamin vierge, c'est parfait pour lui, et qui déteste les femmes, à partir du moment où elles ont du poil et des opinions. Ce qu'il veut, c'est un enfant qu'il peut malaxer, dans tous les sens du terme, physiquement et intellectuellement, à sa guise. Il vient de me donner les clés, j'ai envie de dire, de son cas clinique psychiatrique. Je continue à creuser, je lis Les moins de 16 ans.
dans lequel il explique benoîtement, comme tous les grands pervers, en essayant d'amener les gens à sa cause. Il est absolument normal pour un homme viril et normalement constitué de bander en voyant les fesses d'un garçon de 11 ans. Et dans lequel il explique aussi à quel point ça lui donne de la jouissance de tripoter un gamin, un petit garçon sous la table, quand son père est assis à côté en train de servir le rôti de bœuf et ne se rend compte de rien. Et encore, il parle de la détestation qu'il a pour les mères, qui sont juste bonnes, excuse-moi, à véler, et à faire des petites filles et des petits garçons dont il pourra se servir. En fait, elles ne servent qu'à ça. Et comme Humbert dans le Lolita de Nabokov, il lui arrive de se rapprocher de ses mères pour les laisser penser qu'elles pourraient être séduisantes pour un grand écrivain, pour se taper leur fille. Donc moi, je lis tout ça, je m'approche de la rédaction en chef, et quand je peux, je leur dis, écoutez, un jour, il y aura un prix à payer pour ça. Enfin, je veux dire, on peut pas... on est dans un magazine médical, c'est quand même compliqué. Et je me souviens du directeur du journal, un homme féru de théâtre, cultivé, de droite gaulliste sociale, je dirais, qui me dit, oui, Christian, oui, je sais, tout ça, c'est pas très joli, mais c'est un grand écrivain, et certes un peu sulfureux, mais quelle plume, c'est quand même quelque chose pour le journal d'avoir son nom. Et moi, je suis estomaqué, parce que qu'est-ce que tu veux répondre à ça si ça leur est pas évident? Donc ça va durer comme ça encore un petit moment. Et puis je tombe sur un de ses livres, je crois que c'est Mes amours décomposés au Harrison Plaza. Et là, j'ai un autre choc, comme le choc que j'avais eu quand je m'étais rendu compte qu'il était masculiniste. Il parle d'un voyage qu'il fait à Manille, où il va dans un grand hôtel, où les gens sont vraiment, vraiment très sympathiques quand ils montent des gosses et que tout le monde tourne le regard. Et il cherche un gamin qu'il a déjà vu 1 an ou 2 ans auparavant, appelons-le Miguel. Et Miguel avait des fesses formidables et tout, qu'il le cherche partout. C'est vraiment une obsession. Et finalement, il le retrouve et il est horrifié. Ce grand esthète, ce grand... poète français, cet immense écrivain, fin connaisseur de la religion orthodoxe, qui a réussi à s'infiltrer dans tout le milieu, de la gauche de gauche jusqu'à l'extrême droite, en se faisant passer pour un artiste d'immense renommée, voit ce gamin et se rend compte que 2 ans après, à 14 ans, il est tapé, durci, cassé, vieilli prématurément. Et il pourrait avoir un instant de lucidité, se rendre compte que vendre son cul à des riches occidentaux pour nourrir sa famille, ça tue un enfant. Pas du tout. Il se pose la question, mais comment sous ces tristes tropiques les enfants peuvent vieillir aussi vite? C'est esthétiquement, c'est presque un crime. Et je me dis, mais ce type, c'est un vrai psychopathe. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a une absence absolue d'empathie pour les autres, qui est incapable de se remettre en cause ou de ressentir une culpabilité. Et vu que ce qu'il fait est objectivement atroce, il est obligé d'emmener les gens dans une description qui est complètement faussée, qui est c'est un vrai pervers narcissique, c'est-à-dire amener les gens à penser comme lui. Et donc, c'est un manipulateur de très grande force, et il a mis une grande partie de son intelligence, qui n'est pas nulle, à amener les gens à se rapprocher de lui. Et donc, je vais revenir au départ. Quand il me croise, il sait que j'ai la potentialité d'être un ennemi au sein du journal. Un ennemi, soyons clairs, je ne suis pas connu, je suis juste un jeune écrivain qui a eu beaucoup de succès avec un premier roman, mais qui pourrait disparaître demain. Et ce qu'il veut, c'est m'amener à sa table et d'une certaine manière me séduire intellectuellement. Or, s'il est un auteur que j'adore particulièrement, c'est George Orwell. Et Orwell disait que quand il était en désaccord profond avec quelqu'un sur le plan intellectuel, il refusait de le rencontrer. Il refusait ces soirées de l'entre-soi à Londres, où les écrivains se retrouvaient à table et finalement où il y avait ce que j'appelle une connivence de plateau. On finit par se rendre compte qu'on connaît les mêmes gens, qu'on a des amis communs, qu'on est parti peut-être en vacances ou qu'on est allé au même salon du livre et finalement, ce qui nous sépare est plus faible que ce qui nous unit. On fait partie de la même classe, etc., etc. Et il disait, je ne fais jamais ça parce que quand on commence à ressentir cette espèce de camaraderie, fausse camaraderie entre humains, on perd la clarté de sa vision intellectuelle. Et donc, moi, je dirais,
au moment où tous ces gens se réveillent et se rendent compte qu'ils ont aidé et facilité un pédocriminel, parce qu'en fait, en l'amenant à la télévision, en le vantant, etc., ils ont normalisé sa présence et ce qu'il faisait. Ces gens se retrouvent face à eux-mêmes et ça leur est très difficile. En fait, je pense que c'était accepté par tout le monde parce que, spoiler, parce que c'était accepté par tout le monde. Je sais que la phrase a l'air idiote. C'était accepté par tout le monde parce que c'était accepté par tout le monde. Et donc, il y avait des gens qui pouvaient se dire « c'est quand même chaud, quoi. Il explique qu'il encule des gamins de 9 ans et qu'il paye des gamins de 10 ans. C'est quand même chaud. » Ben non, tout le monde autour de moi a l'air de trouver ça normal. C'est que ça doit être normal. Et donc, quand la boussole de tout le monde indique le sud, et que ta boussole interne, ton sens moral, indique le nord, bah déjà, il faut avoir un sens moral, mais il faut aussi avoir suffisamment d'orgueil pour dire bah, moi, je vais partir tout seul dans cette direction et je vais tenir cette direction alors qu'elle semble opposée à tout le monde. Et quand Denise Bombardier va lui dire son fait chez Pivot, moi, je ne suis pas devant ma télévision, mais je vais l'apprendre dans les jours qui suivent. Moi, je crois que je vis actuellement sur une autre planète. Parce que j'arrive d'un continent où il y a un certain nombre de choses auxquelles on croit. Moi, M. Maznev me semble pitoyable. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans ce pays, et je le comprends parce que la littérature a une sorte d'aura ici, c'est que dans ce pays, la littérature, entre guillemets, sert d'alibi à ce genre de confidence. Parce que ce que nous raconte M. Maznev dans un livre qui est très ennuyeux, parce que la répétition est extrêmement ennuyeuse, le livre finit par nous tomber des mains, Madame, ne devenez pas agressive, n'est-ce pas? Devenir agressive comme ça dans une émission. Monsieur Maznev nous raconte qu'il sodomise des petites filles de 14 ans, 15 ans, que ces petites filles sont folles de lui. On sait bien que des petites filles peuvent être folles d'un monsieur qui a une certaine aura littéraire. D'ailleurs, on sait que les vieux monsieur attirent les petits-enfants avec des bonbons. Monsieur Maznev, lui, les attire avec sa réputation. Eh ben, c'est important qu'il y ait des gens qui résistent comme ça. Et Denise Bombardier, je vais la croiser dans un avion au retour d'un salon du livre, peut-être 2 ans après, en 92. Et j'apprends que c'est elle. Et le nom m'était resté, donc je la connaissais pas. Je m'approche d'elle pour aller m'asseoir dans l'avion. Et je lui dis, vous êtes Denise Bombardier? Et son premier réflexe, ça a été, je me souviens, une espèce de recul de crainte parce qu'elle avait l'habitude d'être agressée pour ce qu'elle avait fait. Et donc, je me suis assis à côté d'elle, je lui ai parlé d'Impact Médecin, je lui ai parlé de ce que je savais. On a échangé nos données comme de petits résistants au fond de l'avion. Et ça nous a fait du bien, je pense, à l'un et à l'autre. Je ne l'ai jamais revue après, je la connais pas, mais on s'est dit, on n'est pas absolument tout seul avec cette boussole morale. Voilà. Et quand tu vois aujourd'hui les éloges qu'ont fait les gens de lui pendant des années, et il se retrouve, je veux dire, ça disparaît pas le papier. C'est marqué, tous ces articles de complaisance, ou même franchement élogieux, ils existent. Et donc les uns et les autres essayent de se défausser. C'est par exemple Bec Bédé qui dit lui donner le prix Renaudot en 2013, c'était peut-être une maladresse. Et comme le dit Aude Rossigneux, qui était journaliste aux médias, non, une maladresse, c'est quand on renverse une carafe d'eau sur la table. Donner un prix à un type qui dit qu'il sodomise des gosses de 9 ans, c'est pas une maladresse. Ça s'appelle autrement. Ces gens voient ça et se regardent dans le miroir et regardent la personne qu'ils ont été, le mouton de Panurge qui a eu aucune capacité à sortir de l'envoûtement qu'avait créé le pervers. C'est la parole de la victime, de Vanessa Springora, qui permet d'un seul coup d'ouvrir les vannes et de faire sortir tout ce qui avait été à peine connu auparavant, même si certains d'entre nous, peu nombreux, l'avaient écrit, mais ça n'avait pas été repris. Parce que, en fait, nous ne révélions rien. Nous disions c'est un pédocriminel, mais en fait tout le monde le savait, mais simplement on drapait ça dans autre chose. Mais toi, avec le recul, comment tu vis le fait d'y être allé en connaissance de cause et de t'être dit, bon, je vais mettre de côté le fait qu'il sodomise des gosses, qu'il paye pour ça, et je vais m'intéresser au fond, la littérature. Comment tu as fait cette dichotomie? Et justement, c'est toute la question. J'essaie de remonter le fil, tu vois. Plus j'y repense, et plus je me demande s'il n'y a pas aussi l'envie d'en être, tu vois. L'envie d'en être, l'envie de faire partie de ceux qui ont parlé, interviewé ce type-là, tu vois, de se hisser
haut niveau, justement, vu qu'il était reçu et qu'il avait été reçu par des journalistes assez prestigieux, de se dire, bah voilà, moi aussi je suis capable d'interviewer ce mec-là. Il est dans mon carnet de balles, si j'ose dire. Oui, j'entends. Bah écoute... Ça rejoint le côté mouton de panurge que tu disais, le côté moutonnier, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est... Vanessa Springora explique qu'elle tombe amoureuse de lui. Il la drague, il va bien la sortir à la sortie de son collège, alors que son père l'a laissé tomber depuis longtemps. C'est la première fois qu'elle voit un homme la désirer comme ça. Elle va expliquer ensuite que, un peu comme dans Barbe Bleue, il y a des livres dans la chambre où il vit, il y a des livres qu'il lui interdit de lire en disant c'est pas bon pour toi. Et puis un jour, il va partir dans un congrès, autre chose et tout. Elle lit ses livres, comme l'épouse de Barbe Bleue qui ouvre les... Et c'est là qu'elle se rend compte qu'il fait du tourisme sexuel à Manille, qu'il paye des gosses et tout. Et elle a une réaction qui est ce que j'appelle le sens moral. C'est-à-dire qu'elle doit avoir 14 ou 15 ans à l'époque. Et elle lit que son amant magnifique paye des enfants pauvres pour les baiser. Et sa réaction est pas seulement je suis trahie, je suis jalouse, mais je suis complice d'un pédocriminel. Et alors je vais te poser la question, si une gamine de 14-15 ans, folle amoureuse de l'homme qui l'a initiée, est capable d'avoir ce choc, cette réaction, qu'est-ce qui manquait à ces adultes ? Je sais pas. Oui, un truc qui me travaille aussi, c'est la dichotomie entre... c'est là que ça rejoint ce que je disais sur l'envie d'en être, l'envie de participer. C'est l'espèce de grande séparation que moi je ressentais, enfin en tout cas que je ressens a posteriori entre, par exemple, je t'ai raconté ce que me disait ma mère sur ce personnage-là. Est-ce que le milieu littéraire, du coup, de journaliste culturel auquel moi j'aspirais à appartenir, me renvoyait ce décalage en fait entre la perception du public et la perception de ceux qui informent le public. Une des grandes forces de Matzneff et des gens qui l'ont soutenu a toujours été de dire oui, ça c'est le moralisme des petites gens. Là, on est dans les très hautes sphères. Citons Lord Byron, citons Oscar Wilde, etc. On va pas s'arrêter à des histoires de morale, mais c'est pas des histoires de morale, c'est des histoires criminelles. C'est-à-dire, c'est la destruction d'enfants, parfois tarifés. Moi, j'appelle ça le clergé culturel. Et je dis toujours que j'ai jamais été adoubé par le clergé culturel. J'ai eu des livres qui se sont très bien vendus, j'ai eu des papiers dans les journaux prestigieux, mais j'étais médecin, j'avais beaucoup de travail, j'allais pas aux soirées, si j'ose dire, j'allais pas dans les cocktails, c'était rarissime, et puis ça m'emmerdait vraiment. J'ai jamais voulu en être. C'est pas pour dégoiser sur la littérature, parce que j'adore la littérature, j'adore les romans, il y a beaucoup d'écrivains que j'aime. Mais c'est juste des humains avec les travers des humains et le besoin d'en être et la difficulté à avoir une position qui est une position personnelle, elle existe là comme partout ailleurs. Tu as prononcé le terme de morale. J'ai l'impression qu'il y a quand même un questionnement autour de la morale derrière tout ça. Dans le fait notamment que dans plusieurs témoignages maintenant qu'on voit apparaître de gens qui étaient autour et que les agissements de Matzneff choquaient, on voit apparaître l'idée qu'ils n'ont pas parlé aussi pour ne pas avoir l'air d'être des moralisateurs, des pudibons. Oui, tout à fait, parce qu'en face, comme je te l'ai dit, Matzneff et ses souteneurs mettent bien en avant que si tu parles, c'est que t'es un pudibon moraliste et que t'aimes pas le sexe. Mais ça n'a rien à voir. Il n'est pas question de sexe, comme le disent très bien les féministes. Il n'est pas question de sexualité. Il est question d'emprise, il est question de criminalité. Et Matzneff, c'est exactement ça. Je veux dire, les êtres autour de lui sont tous des objets. Il est le seul sujet de sa vie. Il n'a aucune empathie. Et il a réussi à entraîner dans sa perversion plein de gens autour de lui. C'est pas être moralisateur qu'avoir une définition de ce qu'est le mal. Le mal, c'est de considérer que l'autre est un objet. Et je te dis ça en n'ayant pas fait de philosophie et étant pas du tout quelqu'un qui théorise. Mais à un moment, j'ai dû me poser la question. Et ce que fait Matzneff, c'est considérer les autres comme des objets. Ces gamins qu'il va payer à Manille, c'est frappant. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, il y a Matzneff, mais tu te souviens que Frédéric Mitterrand avait sorti son livre
La mauvaise vie, dans lequel il expliquait qu'il adorait aller dans les pays, en Thaïlande, etc. Parce que là, il pouvait se payer des garçons. Alors ensuite, il expliquait que c'était des adultes, mais il faut arrêter de prendre les gens pour les cons. Et il dit, je suis là au cœur de mon univers où le sexe et l'argent se mêlent. C'est clairement ces gens qui font l'apologie du tourisme sexuel et qui ont la perversité de le mettre dans un livre en sachant que leur nom et leur notoriété fera qu'ils seront acceptés, qu'ils iront sur les plateaux et qu'ils auront tendance à faire accepter ce qu'ils font comme normal. Parce qu'on va dire, si c'est Roger Duglan, bouché à Gonesse, qui ramène des clichés des petites filles et petits garçons qu'il sodomise à Pattaya, ça va le faire moyen, hein, ça va le faire moyen pour apostropher la grande librairie. Mais si c'est Gabriel Matzneff ou si c'est Frédéric Mitterrand, c'est sulfureux. Ah, je les emmerde. Eux et leurs souteneurs. C'est tout, ça demande rien, ça demande d'avoir une définition de départ. L'autre n'est pas un objet. Merci à Christian Lehmann et à ma maman pour leurs réponses. Ces entretiens datent de janvier 2020. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson et Elisa Grenet. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous à la piscine si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.